Chers téléspectateurs, chers candidats à l'examen national, bonjour à tous. Nous allons essayer aujourd'hui de traiter la dernière phase de la partie étude de texte, à savoir la méthode à suivre pour aboutir à la rédaction d'une réponse complète et cohérente. Comme vous le voyez sur l'écran, ce texte a été choisi pour vous sous le thème Souvenirs et nostalgie concernant les 4e années de l'enseignement secondaire. Rappelons, avant de commencer, que pour réussir son étude de texte, chaque candidat devra passer par les 3 étapes indissociables qui sont, en premier lieu, la compréhension de la consigne. En second lieu, il devra procéder à la structuration des éléments de réponse pour finir par la rédaction de cette dernière. Soulignons de prime abord qu'il faut lire le texte une première fois d'une seule traite et veiller à ne surtout pas lire les questions au préalable pour ne pas être déstabilisé puisqu'on risquerait de fausser la compréhension globale du texte. Maintenant, justement, on va procéder à la lecture de ce passage, choisi et écrit par François Jacob, né en 1920, qui est prix Nobel de médecine en 1965 et qui exerce en tant que professeur à l'Institut Pasteur au Collège de France. Être seul, n'avoir ni frère ni sœur, cela voulait dire que souvent, trop souvent, c'était pour moi et pour moi seul que je me déployais. Que je dansais devant une glace en mimant la force, l'intelligence et la grâce, que je cherchais à séduire, à apprivoiser, à conquérir, que je faisais celui qui sait, celui qui commande, celui qui prévoit, que je remportais le 100 mètres olympique, que je déclamais le vers que je venais tout juste d'écrire, que je délivrais Jeanne d'Arc de son bûcher, que grâce à moi, la paix et la justice régnaient sur la terre, bref, que je me pavanais toute plume dehors. Être seul, n'avoir ni frère ni sœur, cela voulait dire que souvent, trop souvent, je ne rencontrais aucun écho dans la maison ou dans le jardin, que je ne retrouvais ni proie ni chasseur à qui me frotter, que je ne me heurtais à aucune opposition, aucune résistance vivante, aucun autre capable de représenter le reste du monde, tout à la fois obstacle et double de moi, rival et acolyte, pensée concurrente et familière, hostilité nécessaire et intime. Bref, qu'il n'y avait personne pour envoyer la balle. Être seul, n'avoir ni frère ni sœur, cela voulait dire que souvent, trop souvent, c'était à moi et à moi seul que je parlais, que l'unique voix que j'entendais, c'était la mienne, que je répétais les mots à l'infini, en les polissant, les ruminant, les déformant peu à peu, que je les suçais comme des bonbons, que je les mâchais comme des gâteaux, que je les rabâchais jusqu'à l'épuisement, jusqu'à écœurement. Donc après la lecture de ce premier texte, on va essayer, avant de procéder à la deuxième, d'expliquer un tout petit peu les mots difficiles et de lire les questions pour savoir quels sont les axes de lecture possibles de ce texte-là. Donc on va essayer de procéder à la lecture des questions. Les questions qui nous disent en premier lieu, le héros est fils unique, quelle est la conséquence de cette situation? Justifiez votre réponse. La deuxième me propose, à quel personnage s'identifie-t-il pendant ses occupations et pourquoi? La troisième question me dit, la solitude est vécue par l'enfant comme une souffrance, précisez dans le deuxième paragraphe le procédé syntaxique qu'il exprime, puis commentez-le. La quatrième question me dit, afin de vaincre cette solitude, le héros adopte des comportements particuliers. Citez-en 2, puis justifiez-les. Et enfin, dans le texte, le héros est-il capable de connaître sa véritable valeur? Relevez dans le deuxième paragraphe une métaphore et une antithèse qu'il exprime, puis commentez-les. Après la lecture de ces questions, je me rends compte déjà que l'auteur nous donne des informations sur la situation familiale de l'enfant, qui est fils unique, que cette situation a des répercussions sur sa vie, que pendant ses occupations, il s'identifie à plusieurs personnages, qu'il vit mal sa solitude, puisqu'il la considère comme une souffrance, qu'il tente de vaincre cet isolement en adoptant des comportements particuliers, et que finalement, tous ces facteurs conditionnent le regard qu'il porte sur lui-même. Donc maintenant, je vais essayer de revenir au texte pour essayer de faire souligner quelques aspects importants qui pourraient me servir tout à l'heure pour la rédaction de la réponse. Ce qu'on remarque déjà depuis le premier paragraphe, c'est qu'il y a une construction qui rythme le début de chaque paragraphe. L'expression nous dit « être seul, n'avoir ni frère ni sœur », cela voulait dire que souvent, trop souvent. Je peux vérifier cet aspect à travers le deuxième paragraphe qui commence, comme vous le voyez, par la même expression « être seul, n'avoir ni frère ni sœur », ainsi que pour le troisième paragraphe. Donc cette figure de style
s'appelle l'anaphore, et l'anaphore est une figure syntaxique ou une figure de construction qui consiste à reprendre les mêmes mots en tête de vers ou de membres de phrases, ce qui crée une sorte d'effet de rime initial. Donc le plus souvent, l'anaphore permet une amplification du discours. Donc, pour résumer un tout petit peu, l'anaphore est une figure d'insistance qui permet de mettre en valeur un des aspects du texte par rapport aux autres. Revenons maintenant au texte pour faire souligner quelques remarques de fond et de forme qui pourraient me servir tout à l'heure pour la rédaction des réponses. Ce que l'on remarque, c'est que l'auteur utilise exclusivement le pronom personnel de la première personne. Comme vous le voyez sur l'écran, l'auteur n'utilise que le pronom de la première personne du singulier. On a comme exemple moi, moi seul, etc. Maintenant, on essaye de passer au deuxième paragraphe, et ce que l'on remarque, c'est que l'auteur, là aussi, utilise exclusivement une forme de phrase, une forme négative, qui montre une certaine privation et un certain manque. Voilà, donc on ne va pas trop s'attarder sur cette étape, on va essayer maintenant de revenir aux questions afin d'essayer de mettre en relation ces éléments de réponse avec les consignes, avec les tâches proposées par les questions. Donc la première question me dit, le héros est fils unique, quelle est la conséquence de cette situation ? Ce qu'il faut remarquer, c'est que la question porte sur la conséquence de la situation familiale et sociale de cet enfant. C'est pourquoi on essaiera, dans l'interprétation de cette question, de mettre en rapport ces éléments de réponse en procédant à l'analyse des indices du texte. Premièrement, je vais essayer de confirmer l'énoncé de la question. Donc, on a ici, dans le premier paragraphe, l'adjectif seul qui se répète 4 fois, ce qui montre les regrets du narrateur de ne pas avoir eu un destin différent. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est de passer des indices du texte à l'interprétation. En deuxième lieu, je peux remarquer qu'il y a, comme on l'a dit, un recours exclusif à la première personne du singulier. On a souligné tout à l'heure des exemples comme moi, moi seul, je me, la mienne, ce qui montre l'isolement du narrateur, même dans le jeu. En troisième lieu, il y a une profusion des moyens syntaxiques exprimant la négation de l'autre. On a vu la double négation, ni, ni. On a vu l'adjectif aucun, aucune, qui se répète plusieurs fois dans le texte. Donc l'interprétation de ces indices va me donner comme résultat final l'absence de communication avec le monde extérieur. C'est pourquoi on pourra, dans la réponse, mettre en valeur cette relation entre la situation sociale et familiale de l'enfant avec les conséquences sur sa vie et sur ses occupations. On répétera donc l'affirmation de la question, à savoir que le héros est fils unique. C'est pourquoi, au sein même de sa famille, il n'a personne avec qui communiquer. En effet, et vous remarquez là qu'il y a l'utilisation des connecteurs logiques qui expriment l'expression grammaticale de la conséquence. En effet, il n'a aucun ami qui puisse accompagner ces jeux. Ainsi, il estime que sa vie est monotone ou ennuyeuse et regrette de ne pas avoir eu un destin différent. Cette idée est illustrée par l'expression « être seul, n'avoir ni frère ni sœur ». Cela voulait dire que souvent, trop souvent, c'était pour moi et pour moi seul que je me déployais. Donc ce que l'on a fait ici par rapport à cette réponse, c'est qu'on a essayé d'insérer, de reconstruire la réponse et de la justifier à travers une expression du texte. On essaye maintenant de revenir à la deuxième question, dont l'énoncé est le suivant. Donc, à quel personnage s'identifie-t-il pendant ses occupations et pourquoi ? Je vais revenir donc au texte pour essayer de relire et de trouver le passage où l'auteur parle de ces personnages-là. Je relis le paragraphe. Être seul, n'avoir ni frère ni sœur, cela voulait dire que souvent, trop souvent, c'était pour moi et pour moi seul que je me déployais, que je dansais devant une glace en mimant la force, l'intelligence et la grâce, que je cherchais à séduire, à apprivoiser, à conquérir,
que je faisais celui qui sait, celui qui commande, celui qui prévoit, que je remportais le 100 mètres olympique. Donc là, on remarque déjà que l'auteur s'identifie à un premier personnage qui appartient au domaine sportif, qui a remporté donc le 100 mètres olympique. En deuxième lieu, le narrateur dit que je déclamais le vers, que je venais tout juste d'écrire. On a ici la présence du terme vers, ce qui nous renvoie au domaine littéraire et poétique, plus précisément. En troisième lieu, l'auteur me propose que je délivrais Jeanne d'Arc de son bûcher. Jeanne d'Arc, je vous rappelle, est un personnage historique qui est une héroïne française brûlée vive par les Anglais à l'âge de 19 ans pour sorcellerie. Elle a su unir la nation française à un moment critique de son histoire et fait tourner la guerre de 100 ans à l'avantage de la France. Donc ce que je dois retenir de cette présentation, c'est qu'elle symbolise en fait la lutte des Français contre le peuple anglais. Donc tous ces éléments de réponse vont essayer de me mettre sur le bon chemin, sur la bonne voie, pour concevoir la réponse. Ainsi, on pourra souligner que le héros s'identifie à plusieurs personnages. Premièrement, comme on l'a souligné, un coureur professionnel, et on a souligné aussi dans le texte l'expression qui le montre, que je remportais le 100 mètres olympique. L'interprétation de cette réponse va me donner que cet athlète appartient au domaine sportif et qu'il est très connu. En deuxième lieu, on a un poète, comme l'illustre l'expression que je déclamais le vers, que je venais tout juste d'écrire. Cet artiste est en pleine inspiration, il vient d'achever la rédaction d'un vers. Et puis, en troisième lieu, comme on l'a vu, le personnage historique de Jeanne d'Arc, comme le montre l'expression que je délivrais Jeanne d'Arc de son bûcher, et ce personnage est une figure, un emblème national, puisqu'il incarne le courage, l'abnégation pour une cause noble. Maintenant, donc, je vais essayer de réunir tous ces éléments de réponse et de trouver un point commun entre elles. Donc, ces personnages ont en commun la célébrité, l'exception et la distinction dans leurs domaines respectifs. Donc, j'ai identifié dans le texte les trois personnages, j'ai essayé d'interpréter les expressions qui le montrent et j'ai trouvé un point commun entre les trois. Ce qui va donc me donner comme réponse: durant son temps libre, le héros s'identifie à plusieurs personnages célèbres qui appartiennent au domaine politique, sportif et littéraire. Donc j'essaye de reprendre la même affirmation que la question en essayant d'expliciter, en essayant de développer un tout petit peu. Ces personnages sont celui de Jeanne d'Arc, qui a libéré la France, puis celui de l'athlète de renommée mondiale, devenu célèbre grâce à ses prouesses personnelles. Ce qu'il faut faire remarquer aussi à nos chers élèves, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le problème de la paraphrase pour montrer justement au correcteur qu'on maîtrise la langue et qu'on maîtrise la compréhension de ce texte. Enfin, dans le domaine littéraire, n'oublions pas ce poète en pleine inspiration qui déclamait le vers qu'il venait tout juste d'écrire. Là aussi, il y a une remarque très importante qu'il faut souligner, c'est que parfois, si vous avez à introduire dans votre réponse un élément ou bien une citation du texte, il faut veiller à respecter le code, c'est-à-dire à respecter la nature des termes pour ne pas fausser la construction de votre phrase. Pour finir, on pourra dire que le héros a choisi ses personnages parce qu'ils rappellent l'exploit et l'exception dans leur domaine respectif. Voilà donc en ce qui concerne la deuxième question. Je vais essayer maintenant de revenir à la troisième pour progresser dans la compréhension du texte. La troisième question me dit « La solitude est vécue par l'enfant comme une souffrance ». Donc là, il y a déjà, de prime abord, une relation d'analogie entre la solitude et la souffrance. Donc précisez dans le deuxième paragraphe le procédé syntaxique qu'il exprime, puis commentez-le. Il faut là souligner qu'il y a deux tâches demandées par les questions, deux difficultés. La première étant de préciser le procédé syntaxique qui montre cette analogie, ce rapprochement entre la solitude et la souffrance, et la deuxième étant le commentaire justement de ce procédé. Si j'essaie de revenir un tout petit peu au texte, si vous vous rappelez, on
On a souligné lors de la deuxième lecture de ce texte que le deuxième paragraphe se distinguait par la forme négative de toutes les phrases qui le constituent. Même si on voulait compter le nombre de lignes, on en a 11 dans ce deuxième paragraphe, et il y a 9 fois, on peut compter, il y a 9 fois la répétition de l'adverbe ni et de la conjonction de négation ne, qui, ajouté à l'adjectif aucun, qui se répète 4 fois, comme vous le voyez dans le deuxième paragraphe, montre justement cette tendance de la négation qui peut être interprétée en tant que privation, en tant que manque, en tant qu'absence. Donc ce procédé syntaxique ici sera la forme négative prédominante dans le deuxième paragraphe qui pourra interpréter, comme on l'a dit, à travers justement cette marque de privation et d'absence. Si j'essaye maintenant de remettre tous ces éléments de réponse dans l'ordre, je vais essayer de confirmer l'énoncé de la question, justement cette relation d'analogie entre la solitude de l'enfant et sa souffrance. Les indices que j'ai identifiés dans le texte, comme on l'a dit tout à l'heure, sont premièrement l'adverbe de négation ne et la conjonction négative ni qui se répètent 9 fois dans le deuxième paragraphe. En deuxième lieu, on a la reprise 4 fois de l'adjectif aucun qui, ajouté au pronom personne, souligne bien la privation, le manque et l'insatisfaction de cet enfant. Donc là, la conception de la réponse ne sera pas très difficile puisqu'on va situer, si vous voulez, tous ces éléments de réponse. On va dire, en relisant le deuxième paragraphe, on se rend compte que la solitude de l'enfant est vécue comme une véritable souffrance. Et c'est justement la prédominance des phrases à la forme négative qui l'atteste. J'essaierai aussi de choisir des exemples pertinents où je vais essayer de situer tous les éléments que j'ai fait remarquer au préalable. Je ne rencontrai aucun écho dans la maison ou dans le jardin. Je ne retrouvais ni proie ni chasseur à qui me frotter, ou encore, je ne me heurtais à aucune opposition, aucune résistance vivante, aucun autre capable de représenter le reste du monde. Donc voilà, en ce qui concerne cette question, je vais finir par le commentaire justement de ce procédé. On va dire tout simplement que ce procédé souligne la privation sociale, le manque qu'éprouve le narrateur, ainsi que sa frustration, ou ce qu'on a appelé aussi tout à l'heure, son insatisfaction par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Passons maintenant à la quatrième question, qui me propose, afin de vaincre cette solitude, le héros adopte des comportements particuliers, citez-en deux, puis justifiez-les. Donc, à l'instar de la troisième question, il y a une tâche bien précise qui est développée en deux difficultés, qui est l'identification de deux comportements particuliers et leur justification. Ce qu'on a compris aussi tout à l'heure, lorsqu'on a lu la deuxième fois le texte, c'est que cet enfant ne s'arrêtait pas, ne se limitait pas à cet état des choses, qu'il ne considérait pas justement cette solitude comme une fatalité et qu'il essayait de vaincre, de triompher contre cet isolement. Je reviens au texte pour essayer de confirmer justement l'affirmation de la question et de situer cette analogie entre la solitude de l'enfant et sa souffrance. Qu'est-ce qui va me permettre de comprendre justement cette analogie? C'est que l'auteur était incapable de connaître sa véritable valeur. Donc je ne rencontrais aucun écho dans la maison ou dans le jardin, que je ne retrouvais ni proie ni chasseur à qui me frotter, que je ne me heurtais à aucune opposition, aucune résistance vivante, aucun autre capable de représenter le reste du monde, tout à la fois obstacle et double de moi, rival et acolyte, pensée concurrente et familière, hostilité nécessaire et intime. Bref, qu'il n'y avait personne pour renvoyer la balle. Donc là, si j'essaye de revenir un tout petit peu à la première partie du texte, je vais remarquer qu'il y a des termes que l'on pourrait rassembler dans un champ lexical,
Notons en premier lieu le verbe se déployer, le verbe se déployer qui a comme définition montré, manifesté dans toute son intensité, comme déployer un grand courage. Le deuxième terme auquel on pourrait renvoyer le candidat, c'est le terme apprivoiser, rendre un animal moins sauvage, quelqu'un plus sociable, plus docile, dressé. Le troisième terme étant déclamer, prononcer, dire avec solennité ou emphase. Donc tous ces termes-là, on pourrait ajouter aussi le terme séduire, apprivoiser, conquérir, celui qui commande, grâce à moi, et en fait l'aboutissement de ce champ lexical va être l'expression « je me pavanais toute plume dehors ». Ces termes-là, donc, pourraient nous renvoyer à un champ lexical, et ce champ lexical pourrait avoir comme titre la domination à travers les termes qu'on vient de souligner. Donc, si j'essaye maintenant de reformuler tous ces éléments de réponse, je vais dire qu'afin de vaincre cette solitude, le héros adopte des comportements particuliers. Qu'est-ce qu'il nous montre ? Petit a, le recours exclusif au pronom personnel de la première personne. Donc, ce recours exclusif au pronom personnel de la première personne sous-entend, insinue, fait allusion indirectement au fait que l'enfant n'a pas besoin du monde extérieur. Mais ce constat n'est qu'un constat, si vous voulez, temporaire, parce que cette attitude n'est qu'une parade. L'auteur essaye en fait de se mentir en faisant semblant, en feignant la maîtrise et le contrôle. Cependant, donc, comme l'illustrent les termes répétés, en les polissant, les ruminant, rabâchés jusqu'à l'épuisement, jusqu'à écœurement à la fin du texte, tous ces termes-là ont une forte connotation péjorative d'ennui et de répétitivité qui montre que l'enfant se trahit. Il ne dit pas la vérité, il essaie de se leurrer, il ne peut pas profiter de la vie sans le monde extérieur. Le deuxième comportement, comme on l'a dit tout à l'heure, il nous renvoie à ce champ lexical de la domination, qui n'est en fait qu'une parade, qu'un masque que l'enfant essaye d'adopter. Donc tous ces éléments de réponse, on pourrait les restructurer pour trouver comme réponse. Voilà. Afin de vaincre cette solitude, le héros adopte des comportements particuliers. En premier lieu, on remarque la suffisance et la fatuité de ce personnage qui essaye de se persuader de la vanité et de l'inutilité de l'entourage extérieur. L'utilisation ici du verbe se persuader n'est pas gratuite, puisqu'on montre cette nuance dans le sens que ce n'est pas la vérité. Cette idée est illustrée par l'expression « c'était pour moi et pour moi seul que je me déployais ». Cette attitude est accompagnée d'une volonté de domination reconnaissable à travers la proposition que je cherchais à séduire, à apprivoiser, à conquérir. Donc voilà, en ce qui concerne la quatrième question. Enchaînons maintenant avec la dernière question, justement. Dans le texte, le héros est-il capable de connaître sa véritable valeur, relevée dans le deuxième paragraphe, une métaphore et une antithèse qu'il exprime, puis comment elle est. Ce qu'il faut savoir déjà avant de commencer à chercher les éléments de réponse, c'est que cette question me situe dans le deuxième paragraphe, c'est donc pas besoin de lire les deux autres pour ne pas perdre du temps, et qu'il s'agit ici de résoudre plusieurs difficultés qui sont en premier lieu de confirmer ou d'infirmer la citation de la question, puis de relever une métaphore et une antithèse avant de les commenter. Donc je vais lire le deuxième paragraphe. Être seul, n'avoir ni frère ni sœur, cela voulait dire que souvent, trop souvent, je ne rencontrais aucun écho dans la maison ou dans le jardin, que je ne retrouvais ni proie ni chasseur à qui me frotter, que je ne me heurtais à aucune opposition, aucune résistance vivante, aucun autre capable de représenter le reste du monde, tout à la fois
obstacle et double de moi, rival et acolyte, pensée concurrente et familière, hostilité nécessaire et intime, bref, qu'il n'y avait personne pour renvoyer la balle. Ce que l'on remarque à la fin de ce paragraphe, c'est qu'il y a plusieurs termes qui sont juxtaposés et qui ont des sens opposés ou différents, tels que obstacle et double, rival et acolyte, concurrente et familière, hostilité et intime, et ce paragraphe qui finit avec bref, qu'il n'y avait personne pour renvoyer la balle. La balle ici n'étant pas exprimée dans le sens premier, ça montre qu'il n'y avait aucun écho, qu'il n'y avait aucune réaction par rapport à toutes les activités qui étaient, si vous voulez, proposées par cet enfant. Donc là, tous ces termes de sens opposés donnent lieu à une antithèse qui est une figure de style qui met face à face deux idées opposées. Elle a deux usages différents, un usage esthétique pour cultiver les effets de contraste et un usage rhétorique pour mettre une idée en relief. Ainsi, Victor Hugo, par exemple, oppose dans 93 les Vendéens et les Républicains. L'un se bat pour un idéal, l'autre pour des préjugés. Vous remarquez ici l'opposition entre le terme idéal et préjugé. L'un plane, l'autre rampe. L'opposition, là aussi, entre planer, voler et ramper. Et l'un combat pour l'homme, l'autre pour la solitude. Donc voilà, j'ai identifié l'antithèse dans le deuxième paragraphe. Maintenant, je vais essayer de retrouver la métaphore que l'on me demande dans la deuxième question, toujours dans le deuxième paragraphe. Et on remarque qu'à la fin de ce paragraphe, l'auteur dit, bref, qu'il n'y avait personne pour renvoyer la balle. La balle ici n'est pas utilisée dans le sens premier, comme vous vous en doutez. Donc l'auteur veut nous dire expressément que l'enfant remarque une absence d'écho, une absence de réaction par rapport à toutes les activités qu'il mène dans son existence. C'est pourquoi le sens imagé donne ici lieu à une métaphore. On peut vérifier la définition de la métaphore qui consiste à désigner une chose par le nom d'une autre chose avec laquelle elle entretient un rapport de ressemblance ou d'analogie. On peut proposer cet exemple très simple. L'or de ses cheveux rappelle la couleur blonde de sa chevelure, pareil au soleil luisant. Voilà, donc j'ai identifié tous les procédés que l'on me demandait. Maintenant, je vais essayer d'interpréter tous ces éléments de réponse. Je vais vérifier la capacité du héros à connaître, à apprécier sa véritable valeur. Ici, à la fin du deuxième paragraphe, j'ai cherché et j'ai trouvé la métaphore, que je ne retrouvais ni proie ni chasseur à qui me frotter, ou encore l'exemple qu'on vient de prendre, bref, qu'il n'y avait personne pour renvoyer la balle. Donc cette négation du contact, du partage et de l'échange, ainsi que l'absence de réaction, montre son incapacité à se juger. L'antithèse qu'on a identifiée, ou même la série d'antithèses qu'on a identifiées, tout à la fois obstacle et double de moi, rival et acolyte, pensée concurrente et familière, hostilité nécessaire et intime, montre que l'enfant n'avait aucun repère fixe dans sa vie. C'est pourquoi il était dans l'incapacité de se situer par rapport aux autres, d'où son déséquilibre et son agitation. Donc, pour revenir à la reformulation complète, cohérente de la réponse, je vais dire, tout simplement, je vais essayer d'enchaîner ces éléments de réponse. Dans le texte, le héros est incapable de connaître sa véritable valeur. Cette idée est reconnaissable dans un premier temps à travers le recours à la métaphore. Il n'y avait personne pour envoyer la balle, qui met l'accent sur les sentiments de manque et de privation qui provoquent l'instabilité psychologique du héros. Voilà, donc j'ai proposé l'exemple de la métaphore et je l'ai interprété. En deuxième temps, soulignons l'utilisation fréquente de l'antithèse qui montre son agitation ainsi que son trouble intérieur. Prenons, à titre d'exemple, tout à la fois obstacle et double de moi, rival et acolyte, pensée concurrente et familière, hostilité nécessaire et intime, qui souligne l'intérêt indéniable que constitue tout regard extérieur dans notre autocritique, puisqu'il nous pousse à nous améliorer et à nous surpasser. Donc voilà pour ces questions. J'espère que cette séance vous aura été d'une quelconque aide. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous la réussite à l'examen final et bon courage.